Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons le thème de l'Union européenne et la démocratie. D'abord, commençons par une petite introduction. Depuis la création de la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier en 1954, l'organisation politique des pays européens, que l'on appelle depuis 1992 l'Union européenne, a connu de multiples élargissements, de multiples approfondissements de compétences. Pourtant, certains n'ont de cesse de souligner l'éloignement ou la technicité de ce que l'on appelle parfois Bruxelles pour désigner l'Union européenne. On pourra alors se demander quelle est la place effective de la démocratie dans le fonctionnement de l'Union européenne et comment l'Union européenne fait-elle face aux critiques actuelles. Un premier point à prendre en compte est bien le fonctionnement de l'Union européenne entre démocratie représentative et démocratie déléguée. D'abord, considérons l'idée que la démocratie est un élément de l'identité européenne. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la construction d'une union des États de l'Europe de l'Ouest se fait par la crainte d'une expansion du bloc communiste à l'Est. Ainsi, dès son origine, l'Europe politique s'est bâtie sur l'idée de la démocratie libérale et de l'État de droit, ce qui permettait d'assurer la sécurité collective. Il n'est pas étonnant alors que les traités qui fondent ou qui approfondissent l'Union européenne par la suite ne cessent de rappeler cet impératif pour les États membres d'adhérer à ces valeurs communes de démocratie. Ainsi, la Charte des droits fondamentaux de 2000 stipule que les États candidats à l'entrée dans l'UE doivent favoriser les pratiques démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme. Pour incarner cette idée démocratique, le Conseil de l'Europe a été créé le 5 mai 1949. Il est beaucoup plus large que l'Union européenne, il fonctionne d'ailleurs distinctement de cette institution puisqu'il regroupe 47 États membres, parmi lesquels se trouvent les 27 États membres de l'UE. Il incarne cette volonté de promouvoir l'Europe démocratique. Ainsi, il se donne pour objectif de coordonner des actions dans le but de promouvoir la démocratie, le pluralisme politique ou encore de défendre les droits de l'homme comme valeur fondamentale de l'identité européenne. Ainsi, du fait même de l'histoire de l'Union européenne, le processus démocratique est à l'œuvre dans le fonctionnement de l'Union européenne. C'est vrai que dans un premier temps, l'Union européenne s'est construite sur des thématiques économiques, mais on assiste plus récemment à une volonté d'approfondissement de la démocratie et de la citoyenneté européenne. Depuis au moins les années 70, on va dire, des dispositions européennes tendent à renforcer la démocratie et, ce faisant, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Ainsi, l'Union européenne fonctionne sur une double représentation. D'abord, les citoyens européens sont représentés par le Parlement européen, qui est élu depuis 1979 au suffrage universel direct. Les députés européens sont élus tous les 5 ans et ils siègent donc au Parlement européen. Mais l'Union européenne fonctionne aussi par la représentation des États membres, qui eux sont représentés par le Conseil des ministres, qui tente de concilier les intérêts européens avec les intérêts nationaux des États membres. On est là beaucoup plus dans l'idée de démocratie déléguée. En 1992, le traité de Maastricht institue la citoyenneté européenne en donnant des droits politiques aux citoyens des États membres. Ainsi, les citoyens européens résidant dans un autre État membre de l'UE ont le droit de se présenter et d'être élus aux élections locales du pays en question. S'y ajoute le droit de circulation et de séjour ou encore le droit d'accéder à la justice européenne, symbolisée par la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis, un certain nombre de dispositifs tendant à rendre le fonctionnement institutionnel européen plus démocratique se sont multipliés. On peut citer par exemple que depuis 2004, le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen dans le groupe majoritaire à l'Assemblée. Ce qui a bien entendu accentué la légitimité de la Commission européenne qui en manquait jusque-là alors que son rôle est très important. Mais l'Union européenne essaie aussi de maintenir un dialogue entre les institutions européennes d'une part et la société civile d'autre part afin d'approfondir ce qu'on pourrait appeler la démocratie participative. Ainsi, l'article 10 du traité de Lisbonne prévoit que les citoyens disposent du droit de pétition qui sera examiné ensuite par une commission dédiée. Chaque année, on peut noter qu'environ 1000 pétitions parviennent ainsi au Parlement européen. Autre élément, depuis 2011, et c'est véritablement un changement majeur, les traités européens ont introduit un droit d'initiative citoyenne. Cette procédure est appelée Initiative citoyenne européenne et elle permet aux citoyens européens de présenter un projet de directive au Parlement. Il y a des conditions cependant. Il faut que 1 million de citoyens domiciliés dans au moins 7 États membres différents signent une pétition portant sur la proposition en question. Pourtant, l'Union européenne
doit faire face à des remises en question depuis 1992. D'abord, on peut dire que l'Union européenne subit une crise de légitimité. L'Union européenne, il faut le rappeler quand même, compte 500 millions de citoyens. C'est un enjeu démocratique majeur et la question se pose de la façon de représenter au mieux les citoyens dans les instances de l'UE. En effet, l'Union européenne traverse aujourd'hui une grave crise de légitimité. Moins d'un tiers des Européens déclarent faire confiance aux institutions européennes. Par ailleurs, une large partie des citoyens européens considèrent que l'Union européenne souffre d'un déficit démocratique et juge les institutions européennes éloignées de leurs préoccupations quotidiennes. De ce point de vue, les reproches adressés à l'Union européenne rejoignent les reproches le plus souvent adressés aux gouvernements nationaux dans une crise globale du système représentatif. Toutefois, il existe des critiques propres au fonctionnement européen. Ainsi, un certain nombre de citoyens peuvent mettre en avant l'idée que les pratiques de décision sont jugées peu transparentes dans les institutions européennes. Il est vrai que le processus de décision est parfois technique parce qu'il est partagé entre la Commission européenne, qui n'est pas élue démocratiquement, et le Parlement européen qui, lui, est élu démocratiquement. Cette commission où siègent les 27 commissaires, un par État membre, est accusée de tous les maux dont souffrent les États membres, avec des mots ou des qualificatifs qui résument un petit peu cela. On parle alors de bureaucratie européenne ou de technocratie européenne. L'adoption des traités européens est parfois aussi l'objet de critiques. Ainsi, le traité de Maastricht, signé en février 1992, est soumis ensuite à la ratification des peuples. Les Français vont l'approuver à une très courte majorité, 51,04%, en septembre 1992. En 2004, le traité constitutionnel signé à Rome en octobre de cette année, qui entend formaliser un certain nombre de dispositifs législatifs et institutionnel est soumis à la ratification des peuples. Mais après une âpre campagne, ce texte est rejeté en 2005 par les citoyens français à 55%, puis par les citoyens néerlandais, puis irlandais, et là, les institutions européennes ont mis fin à la ratification de ce texte par référendum. Ce texte reviendra remanié en 2007 sous le nom de traité de Lisbonne et il sera alors ratifié par les parlements, certains citoyens criant au déni de démocratie. Mais cette remise en question tient aussi à un contexte difficile dans lequel l'Union européenne est perçue comme défaillante. La multiplication des actes terroristes en Europe, la crise économique, l'arrivée de migrants aussi du fait des événements du Proche-Orient ou d'Afrique du Nord. Il faut souligner aussi que les élections du Parlement européen connaissent des taux d'abstention de plus en plus importants et dont les campagnes électorales se font d'ailleurs souvent sur des enjeux nationaux plutôt qu'européens. On assiste ainsi globalement à une montée en puissance de l'euroscepticisme qui montre bien la défiance d'une partie des citoyens européens vers les institutions de l'UE. Ce terme est apparu à la fin des années 80 et il a connu sa forme la plus aboutie peut-être avec le référendum victorieux sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, ce qu'on a appelé le Brexit. Ce courant politique refuse le principe de supranationalité ainsi que les applications de décisions de l'UE. Il faut noter également que depuis 1994, les partis politiques eurosceptiques qui ont des députés au Parlement européen sont regroupés en un même groupe parlementaire. Par ailleurs, et pour finir, les responsables politiques nationaux ou européens alimentent aussi parfois ces critiques. D'une part parce que les actions européennes souffrent d'un manque de communication sur les innovations démocratiques que l'on a pu voir d'ailleurs ces dernières années. Peut-être que les députés européens doivent faire un effort de communication auprès des citoyens. Mais on peut citer ce qu'on appelle aussi parfois la politique du parapluie, une expression qui désigne l'attitude des responsables politiques nationaux qui rejettent la faute de mesures impopulaires sur Bruxelles, c'est-à-dire en fait la Commission européenne, pour ne pas en prendre la responsabilité, alors que parfois ils l'ont voté d'ailleurs au Parlement européen. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a appris des choses et je vous dis à très bientôt.